Bonjour et bienvenue dans Mimi, numéro un de la cinquième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonjour, ben non pas Jérôme, mais bonjour Natacha. Ah, Jérôme s'est transformé en Natacha parce que Jérôme C'est avait ça, une vie passée et maintenant c'est Natacha. Et je crois qu'on va parler de ça. Et c'est pour ça que je me suis habillée avec, tu vois, un un petit tablier. style, c'est pas un tablier, Ah, regarde. pardon. C'est un petit corset, s'il te plaît, très élégant. Ce n'est pas un tablier. J'ai essayé de rentrer dans le style. Ça va quand même. Très bien, pour cette première, je pense que ça va faire l'effet escompté. Donc effectivement, voilà, ce n'est pas Jérôme, c'est Natacha, que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir dans une émission qui a été postée il y a 2 semaines, hein. Natacha Le Courtois, qui est donc euh, la responsable de la chaîne Natacha Co, hein, que vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube en cliquant sur le lien et puis allez vous abonner à sa chaîne. Natacha, eh bien finalement, tu vas m'accompagner euh, toute cette année, hein, parce qu'on va essayer de revenir sur un format d'un mini hebdomadaire, parce que vous avez été très très nombreux à le réclamer. Et c'est vrai qu'avec GG, on n'arrivait plus à se caler au niveau du timing, hein. On faisait des trimestriels, d'ailleurs trimestriels qui vont continuer, hein. On en a une de prévue fin septembre, hein, pour la troisième partie de trimestre avec Jérôme et puis avec Stéphane Royer, etc. Donc ça restera. Mais voilà, petite nouveauté de la rentrée. On vous avait dit qu'on vous ferait des surprises. La surprise, c'est Natacha. Invité Et ça surprise. me fait extrêmement plaisir que tu sois là parmi nous et que tu tentes l'aventure sur Miasme TV, Natacha. Eh bien, moi aussi, j'en suis vraiment ravie parce qu'il y a des sujets vraiment super intéressants que tu as envie de partager avec les gens. Et moi, j'en ai plein aussi. Donc, bonjour à tous. Allez, Natacha, en 2 mots, ta chaîne, on va quand même faire un petit peu de pub pour ta chaîne. Comment est-ce que tu pourrais la décrire? Bah, c'est un espace où, si tu veux, je reçois des gens. Déjà, je suis rédactrice dans la revue Infinité et dans la revue, je vois un tas de personnes super intéressantes, autant en psycho, santé, conscience, des médiums, des voyants. J'ai une grande amie qui a fait une expérience de mort imminente qui s'appelle Nicole Dron, qui a lancé en quelque sorte ma chaîne. Et j'ai eu envie de partager, en fait. C'est un métier passion, et donc j'ai envie de partager tout ça avec les gens. Et puis, je suis aussi thérapeute psychocorporelle et magnétiseuse, ce qui me fait voyager dans plein de mondes, en fait, autant, je te dis, dans la psycho, dans la santé, que ce que je viens de t'évoquer. Donc, je suis ravie de te retrouver sur ta chaîne à toi, parce que toi, tu as euh, plein de choses insolites qui éveillent ma curiosité. Et voilà, ma chaîne, c'est quelque chose aussi qui éveille la curiosité. Donc, on est raccord. On est complètement raccord. Donc, vous l'avez compris, ça sera un autre ton, hein, une autre vision. D'ailleurs, c'est ça aussi qui sera intéressant avec Natacha, une autre vision de l'actualité et du monde qui nous entoure. Et puis, donc, on va essayer aussi peut-être de faire des émissions un peu plus concises, parce que l'année dernière, quoi, il y a 2 ans maintenant, sur la fin de la deuxième saison de Mimi, on faisait des émissions qui étaient beaucoup trop longues et puis qui nous demandaient trop de temps de montage, etc. Qui fait aussi on peut s'épuiser à force de passer trop de temps à faire tout ça. Donc là, on va revenir à un format un peu plus court. Alors je dis ça, mais on verra à la fin de l'émission si ça plaît ou pas. Parce que j'ai demandé à Natacha de préparer un sujet. Je crois qu'elle en a préparé 4. On verra bien. Et donc voilà, on va essayer de faire à chaque émission un sujet d'actu chacun. Donc pour ma part, ben, je vais vous présenter une nouvelle information, une nouvelle découverte qui a été faite autour de Stonehenge là, cet été. Et puis, eh bien, honneur aux invités, même si tu n'es pas invitée, hein, tu es animatrice de cette émission. Je vais te laisser peut-être présenter ton premier sujet. Donc, tu parlais de réincarnation. Effectivement, sur le premier entretien qu'on a fait ensemble il y a 2 semaines, c'était un des 2 sujets qu'on avait abordé, la réincarnation et puis l'ufologie. Réincarnation qui est le thème du numéro d'infinité, je crois, qui sort ou qui est sorti cet Oui, été. on travaille dessus. En fait, il n'est pas encore sorti, on travaille Ah, dessus. c'est ça. C'est des vies intérieures, effectivement. Donc, j'avais parlé avec toi dans l'émission qu'on avait fait ensemble sur le Festival de l'étrange rendez-vous, parce que c'est là-bas qu'on s'est rencontrés.
Alors, je vous raconte la rencontre parce que ça valait le coup. J'ai vu un homme habillé, voilà, c'était mon cavalier. Il était habillé en costume d'époque, magnifique. Il passait comme ça devant mon stand et moi, j'avais une robe bah, du Moyen Âge, un peu de princesse. Là, j'ai dit, ah, mon cavalier est là. Et voilà, c'était Antoine. Et donc, on a tout de suite parlé de pas mal de choses et on s'est dit, tiens, pourquoi pas parler des vies antérieures? Et je me suis dit, ben, pour faire le parallèle, le pont, en fait, je vais lancer quelque chose là-dessus et j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. Connais-tu la xénoglossie? Donc xéno, être extérieur, glossy, connaissance, la connaissance de, de l'autre inconnu. Ah, presque. C'est un terme médical qui est emprunté au grec ancien, qui signifie la faculté de parler une langue étrangère sans l'avoir apprise. Ah oui, glossy, bah oui, Et langue, ouais, oui, c'est glossie. pas. Eh Voilà. oui, oui, c'est pas Et oui. gnosy, glossy, Eh ben, pas la même racine, effectivement. maintenant, Excuse-moi, mon grec ancien est un peu au loin, grec un peu ancien, oui, ancien. non, Hmm. mais t'as ta vie antérieure qui t'était quand même, il me semble, pas loin, un Spartiate, quelque chose comme ça dans ta vie Oui, antérieure. entre autres, tout à Mais fait, oui, oui. moi, j'étais Hmm. un gladiateur, donc on a dû se rencontrer. Tu m'as peut-être tué, t'imagines. Donc, je voulais raconter qu'il y avait JC. JC est un Italien de 50 ans qui, suite à une intervention dans son cerveau, alors je te dirai aussi si tu veux les détails de l'intervention, il s'est mis à parler français. Il ne voyait plus que par le français, il voulait regarder des films français, enfin voilà, il était complètement passionné. Et là, on s'est posé la question, c'est un Italien, il se met à parler français, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, je pars sur l'hypothèse vie antérieure parce que j'aime bien, mais évidemment, dans l'article que j'ai vu dans Cerveau et Psycho, on parlait, on a pu se poser des questions, on s'est dit, mais est-ce qu'une langue étrangère comme ça peut dormir pendant plusieurs années dans le cerveau de quelqu'un, en quelque sorte, tu vois? Parce que là, dans son histoire à lui, il avait appris le français il y a longtemps, il avait une petite amie française, donc il parlait pas très très bien français, mais il ne jurait que par le français, tu vois. Et puis, il y a d'autres expériences, une notamment des études réalisées à l'Université McGill de Montréal, qui ont montré que des enfants chinois qui ont été adoptés à l'âge de 3 ans, et par des familles françaises et qui n'ont plus jamais parlé le chinois pendant 10 ans, en fait, ils gardaient une trace de leur langue maternelle, même s'ils ne la comprenaient plus, hein. Ils étaient incapables de comprendre la langue, mais ils gardaient une trace. Donc, en fait, on voit que dans le cerveau, il y a quand même des traces de ce qu'on apprend. Assez logique. Mais là, pourquoi cet Italien de 50 ans se dit, tiens, moi, c'est la France, je ne jure plus que par ça. Alors, les chercheurs et les personnes qui se sont occupées de lui ont vu aussi là-dedans un délire d'identité. Et ce qui est intéressant, donc ça c'est le neurologue Laurent Cohen de l'hôpital de Salpêtrière qui a jugé ce cas à la limite de la psychiatrie et de la neurologie. Pour lui, en fait, il présente donc ce patient-là présente des effets, des signes de manie, à savoir un enthousiasme débridé, voire obsessionnel vis-à-vis de tout ce qui touche à la culture française, mais pas que ça, puisqu'il s'est acheté 70 cintres alors il n'en avait habituellement que deux. Donc le type, il avait développé certaines choses quand même, hein. Donc, on a vu, pour terminer, que certains accidents vasculaires cérébraux peuvent provoquer des états maniaques, voire des comportements compulsifs. Donc, c'est ce qu'on voit avec ce monsieur-là. Et donc, on se souvient, il y a le docteur Cohen qui dit qu'on se souvient de cas d'un homme qui, à la suite d'un tel accident, s'est mué en voleur de voiture compulsif. Donc, il empruntait à chaque fois un véhicule avant de l'abandonner un peu plus loin, et puis il répétait comme ça ce qu'il faisait. Donc j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que moi je me suis dit, est-ce qu'il serait possible de retrouver des souvenirs de vie antérieure? Enfin ça c'est mes petites hypothèses, hein, parce que dans des cas comme ça, moi, j'aime bien imaginer des choses. De vie antérieure avec une intervention chirurgicale. Et alors, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait des signes de vie antérieure? Et figure-toi qu'il y a c'est un magazine féminin, je crois que c'est Vogue, qui a fait un article là-dessus. Alors, j'ai pas résisté au plaisir. Je me suis dit, allez,
On va voir. Donc, il y a des signes, d'après le magazine, connaître par cœur un lieu qui n'a jamais été visité. Tu as déjà eu ça? Malheureusement, non. Malheureusement. Des émotions inexpliquées. Donc, par exemple, tu ressens des états inexplicables face à une situation, de la peur, de la tristesse. Tu vois, une difficulté à enlever ses lunettes, ça c'est un signe marqué de quelque chose. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça. La xénoglossie, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Parce que la xénoglossie, tout d'un coup, des gens savent parler une langue qu'ils n'ont jamais parlé. Donc forcément, ça interpelle. Tu as d'autres signes, on en avait parlé, tu te souviens de la tâche de naissance, donc le travail de Ian Stevenson dont on a parlé dans l'émission que Tout à tu as mis fait. Mm. il y a quelque temps. Il se trouvait que moi j'avais un souvenir de gladiateur et que tu m'as demandé, mais attends, parce que le souvenir c'était une épée, enfin une épée, je sais plus. En tout cas c'était quelque chose, c'est peut-être pas une épée, c'était une lance. T'avais dit une lance, ouais, Ouais, je crois que c'est qui une t'avait lance. Ouais, perforé là. Et ouais, d'ailleurs, j'en alors, ai pour une. ceux qui ne l'auraient pas vu, la réaction de Natacha, elle est extraordinaire parce que Ouais. elle s'y attendait pas du tout. Non. Et je vous la repasse 2 secondes pour que vous puissiez voir. Là, j'avais, en fait, moi, je me souviens que j'avais eu un coup de lance. Il me Mhm. semble que c'est une lance qui était là. Mhm. J'avais mon bras qui était complètement. Alors, mon bras était entouré il y avait que mon bras où il y avait une armure. Mhm. Tu vois, il y avait un truc. Alors, je sais plus si c'était en cuir ou en. J'arrive pas à voir ça en revanche. Mais ça me semblait quand même en métal. D'accord. Donc, c'était le bras gauche, Mhm. qui est surprenant pour moi, mais bon, c'était le bras gauche et j'avais l'épée. J'avais moi une épée dans le bras gauche et puis surtout, je ressentais les lanières là. Ouais. C'est que j'étais attachée là, enfin j'étais attachée, ce truc était attaché, Ouais, cette armure, c'est quoi. pour la protection. Oui, Et là, comme ça, et je me souviens de la sensation de mourir à cet endroit. T'as une marque ici? Tâche de rousseur, tâche de Ah, naissance. oh oui, j'en ai une. C'est pas vrai. Je vais pas le On va montrer regarder là. la marque. On va voir la marque en direct. J'ai pas. C'est l'autre côté. Non, regarde. J'ai là. Ah bah oui. Voilà. Ouais, il y a un petit poinçon. Oh, Voilà. j'y avais pas pensé. Mm. Ah ouais, là je viens d'avoir un choc. Bah, souvent. Moi, Mais je viens de le dire Ah en oui, plus. en plus. Ah oui, exactement. Je suis toute rouge, genre. Non, pas vraiment, mais. Waouh. Ouais, c'est incroyable. Donc là, clairement, même toi, tu t'y attendais pas, quoi. Tu t'es Pas dit. du tout. Je me suis dit, mais c'est fou. Et c'est exactement à l'endroit où j'ai vu cette lance, en fait, qui me transperçait. J'avais la lance qui me coinçait comme ça. Quand je te dis épée, c'est parce que j'avais l'épée dans la main gauche et qu'il y a une autre histoire d'épée après, avec un autre souvenir d'une autre vie antérieure. Peut-être, ou pas vie antérieure, mais en tout cas, où il y avait une épée qui n'avait pas été transmise. Et toi, tu m'as dit, donc, ce souvenir de gladiateur, mais as-tu une marque? Et oui, j'en ai une. Et donc là aussi, si on a des tâches, des marques, ben, ça peut être effectivement une possibilité d'une vie passée. Puisque les souvenirs d'enfants, d'après Ian Stevenson, les enfants ont un souvenir d'une vie passée en étant tués d'une certaine manière et ils retrouvent sur leur corps la marque. Ça, c'est particulièrement intéressant. Est-ce que tu en as, toi? Ouais, moi j'en ai une sur la jambe. Mm, mm. Ah ouais, Ouais. d'accord. Tu diras pas plus. Bah, un gros grain de beauté comme ça qui est là, on ne sait pas pourquoi. Ah ouais, tu vois. Donc j'ai peut-être été, voilà, percé C'est pareil, par un une coup lance. de fusil. Moi, ce serait plus une balle en termes tu vois, de taille. Ouais. Mm. Alors, Ah, du coup, ça m'interpelle parce que j'ai une amie qui a une marque qui ressemble à un dragon, comme ça, rouge, qui se mord la queue. Tu sais, un petit peu comme un Ouroboros. ouais. Alors là, qu'est-ce que ce serait? Ah ouais. Tu sais, une marque comme ça, là, comment ça s'appelle, les tatouages et les marques. Ah, au fer rouge pour dire Rouge, voilà. tu m'appartiens? Rouge. Hmm, Tu m'appartiens, t'es mon esclave. Et peut-être. C'est le Seigneur des Dragons, ouais, va savoir. Seigneur des dragons qui a dit, voilà, toi, t'es mon esclave. Hmm. Fou. C'était peut-être un dragon dans une vie antérieure, Ah oui, c'est sur d'autres plans. possible. Sur Ah, d'autres plans, on peut effectivement. tout imaginer, hein.
Alors, il y a aussi la possibilité d'une fascination particulière pour une période historique, un pays ou une culture spécifique. Je pense que tu as peut-être une fascination, toi, pour certaines cultures, non? Certains pays. Oui, japonisant ou là, tu vois là, ici, là, tu vois, Oui, bah, j'ai vu. petit. Oui, oui, ben, D'où ma effectivement, Amérique question. latine. Mm. D'accord, donc déjà, tu vois, tu as des pistes. Des blocages, par exemple, des difficultés physiques, comme de tomber enceinte pour les femmes. Oui, non, moi, j'ai une grosse difficulté là-dessus. Toi, oui. Bah, alors, ça, c'est notable. Je me suis posé un jour la question si c'était possible pour les hommes, tu vois, De tomber si, enceinte. ouais, si c'est pas un truc qui me botterait. Et je pense que ouais, si c'était possible, j'aurais tenté l'expérience. Ah, c'est intéressant, ça. Ça, c'est ma partie thérapeute Hmm. psychocorporelle qui se réveille. Elle va m'analyser en direct. Dites-moi plus, mon ami. Avoir un talent inné. Ah, ça, c'est pas mal. Un talent inné. Tu sais que moi, je savais sculpter sans avoir appris à sculpter. Je me suis dit, tiens, dans une vie passée, c'est sûr, j'ai été sculpteur ou sculptrice. Ah oui, bien sûr. Es-tu déjà tombé amoureux comme ça, de façon immédiate? Et là, tu t'es dit, waouh, je la connais. Ou un ami. Es-tu tombé en amour-amitié Mhm. de façon comme ça, paf, ça y est, Plusieurs fois, je pense. plusieurs fois. Les sentiments amoureux ou amitié immédiats sont un signe que les gens se connaissent peut-être. Et Alors, puis, c'est à peu près sûr. Ça, par contre, tu vois, j'en suis persuadé ouais, que quand tu as un coup de foudre comme ça qui arrive et qui vient de nulle part, tu vois, il n'y a pas que le côté physique, quoi. Il y a c'est ce qu'on appelle les atomes crochus qui viennent se mixer, mais c'est tout simplement une reconnaissance de l'autre dans une autre vie antérieure. Ouais, tout à fait. ouais, c'est intéressant, hein. Alors, t'imagines quand tu Mm. rencontres quelqu'un qui a dû te faire du mal dans une vie passée, tu dois revenir ici pour réparer le truc, ça doit être intéressant, hein. Mm. J'imagine ça parce que j'ai rencontré donc Pascal Lafargue, avec qui j'ai fait une interview sur son livre Sur les pas de Mathilde de Toscane. Et ce qui est le plus intéressant, c'est sa discussion avec toi. Pourquoi? Parce que je fais l'interview, mais il se trouve qu'avant, je t'avais raconté mon histoire de vie antérieure avec ce Godefroy de gladiateur. Bouillon. Et puis voilà, Mm, mm. le gars qui est mort empoisonné, vraiment je sens être et je sais ça, je connais sa personnalité. D'ailleurs, j'en ai les traces aujourd'hui, hein, quand même de ce gars-là. Enfin, je sais pas qui il est en termes comment dire, de personnage historique, mais je sens qui il est. J'ai tous ces sentiments au moment de sa mort, l'injustice, la colère, l'incompréhension qu'on ose le tuer parce qu'il fait partie des puissants et surtout il travaille pour Dieu. Donc lui, c'est quand même, c'est son job, quoi. Et toi, quand tu fais le montage, tu mets, parce que je te donne un nom, Godefroy. Je te donne le nom Godefroy, et toi tu mets Godefroy de Bouillon. Et là, par la suite, moi, je fais l'interview avec Pascal Lafargue. Et Pascal Lafargue, sur les pas de Mathilde de Toscane, donc elle raconte toute son enquête et de son travail à propos de la vie antérieure qui est la sienne. Quand je la rencontre, d'ailleurs, je me dis, oh, c'est curieux, je la connais. Mais vraiment une sensation bizarre, tu vois, étrange. Et par la suite, je discute de ça avec toi au téléphone. Alors, pas de ça, pas de cet épisode-là, mais de Godefroy de Bouillon, etc. Et je fais des recherches, et là, je te dis, mais tu sais, ce qui est le plus drôle, c'est que Mathilde de Toscane, c'est la tante de Godefroy de Bouillon. Et ils ont eu un différend parce qu'elle voulait lui prendre son fief, en fait. Donc, elle m'a dit, en même temps, Pascal Lafargue, elle m'a raconté que souvent on retrouve les gens des vies passées, etc. Et on va sur les mêmes lieux, tu vois. On va retrouver des choses comme ça de nos vies passées. Et donc ça, je trouve ça particulièrement étrange.
Et d'ailleurs, les amis mis, j'en profite, hein, si ça réveille en vous comme ça des souvenirs, cette discussion, des souvenirs de vie antérieure, mettez-le en chat en direct, hein, si vous êtes sur l'avant-première ou alors dans les commentaires YouTube. Ah, c'est toujours intéressant d'avoir votre retour de vos propres expériences. Et puis, c'est bien, ça permet aussi de mener des petites enquêtes, etc. Ça peut être vraiment cool. Donc Ah, oui, ah ouais, moi pour je ne revenir pas. à Pascal, ouais, pour revenir à Pascal, c'est vrai que du coup, quand la première fois que tu la rencontres, tu as une espèce de, pas de ressentiment vis-à-vis d'elle, mais de drôle d'impression. C'est Oui, ça? oui, Ouais. quelque chose de très étrange. Je me sens. Alors, je lui dis pas, bien sûr, je me dis, oh, bon, ouais, elle va me trouver bizarre. Donc, moi, journaliste, je fais l'interview normale. Mais en même temps, je me dis, mais ah, c'est fou, j'ai vraiment l'impression de la connaître. Et voilà. Et donc, par la suite, j'ai lu que Mathilde Toscane était la tante de Godefroy de Bouillon. Moi, je trouve ça très fort. Donc, j'aimerais bien, oui, voir les témoignages des personnes qui nous écoutent, Des amimi, des amis de Mimi. des amis de Mimi, c'est ça, des amimi. Donc, vos témoignages. Et voilà. Donc, ça, c'était Alors mon donc, petit, pour revenir à ta question initiale, c'est finalement, est-ce qu'une opération ou un choc peut-être à la tête suite à un accident de voiture ou n'importe quoi pourrait déclencher la réminiscence de ces souvenirs de vie antérieure. Eh ben Donc oui, ça pourrait être effectivement intéressant. Mm. ben oui. Alors, moi j'ai une théorie qui serait peut-être un peu autre par rapport à la xénoglossie. Euh, pour moi, il y a deux niveaux de vie antérieure. Il y a la vie antérieure sur le plan, on va dire, spiritualité, où effectivement c'est ton âme qui va venir se réincarner euh, dans notre réceptacle, on va dire. Et c'est cette vie-là que tu vas te souvenir. Et après, il y a peut-être aussi la piste de la mémoire ADN. C'est-à-dire que ça fait des générations et des générations que nous sommes sur Terre à travers nos ancêtres, qui ont sûrement été français, qui ont sûrement été, je sais pas, toi, tu as des origines autres que françaises, par exemple, tu le sais, ou Oui, t'es remonté un peu dans tes... oui, mon père fait de la généalogie, donc il est remonté. Je, je crois qu'il y a une partie un peu catalane, ouais. D'accord, donc Je crois. espagnol. Je Ah, crois. ok, donc imagine effectivement, tu as un choc, une opération, et du jour au lendemain, tu te mets à parler l'espagnol, parfaitement. Est-ce que finalement, c'est pas dans ton ADN où cette langue a été inscrite? Parce que forcément, si tes ancêtres l'ont parlé, ils l'ont inscrit en eux génétiquement parlant. Parce qu'il faut savoir que les scientifiques, t'as peut-être pas cette info, ont découvert, en tout cas ont calculé que dans un centimètre cube, donc c'est un dé hein, d'ADN, on pourrait y compiler l'ensemble des bibliothèques du monde. Juste un centimètre cube d'ADN. Donc tu vois, on aurait la possibilité, peut-être dans ce fameux ADN poubelle, d'avoir compilé ben, toutes les connaissances de nos ancêtres, ben, jusqu'à forcément la naissance de l'enfant successif, etc. Et donc pourquoi pas bien, inscrire le langage, inscrire des événements marquants de la vie, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux, on va dire, ces deux voies possibles, et peut-être que les deux sont compatibles, hein. Il peut y avoir une transmission par l'ADN et puis une transmission par l'âme. Voilà. Maintenant, bah, il faudrait des cobayes hein, pour pouvoir faire des opérations et essayer de... Moi, ce que j'aime bien dans ton hypothèse, et je pars dans mes petits délires perso là. J'imagine déjà si c'était possible. On prendrait donc l'ADN, on pourrait inscrire des choses dedans, désinscrire des trucs, changer la personne,
peut-être des extraterrestres arriveraient et modifieraient le truc et, et on deviendrait autre chose. Enfin bref, je suis en train d'imaginer ça. Et en même temps, j'avais un autre petit délire, mais je ne me souviens plus là. Et puis Mm. en même temps, je suis aussi perturbée par les couleurs que j'ai là. Parce que figure-toi que je me rends compte qu'il y a du bleu, du blanc et du rouge. Et je me dis là, je n'ai pas fait exprès. Et en plus, je suis bretonne. Donc, c'est pas terrible. Natacha, Premier ministre, c'est ça? Votez pour moi. On en cherche un, il paraît, en ce moment. Votez pas pour moi parce que je veux pas. Bah écoute, Natacha, merci pour ce premier sujet qui dépote, hein, pour cette première émission. Euh, et donc, comme je le disais en introduction, moi je voulais partir du côté de Stonehenge, où là aussi il y a sûrement plein de choses à dire, hein, sur les mystères de Stonehenge. Et les scientifiques auraient fait une nouvelle découverte sur Stonehenge. Ce que je te propose, c'est je vais te partager un petit article. C'est un article donc de Science et Vie, hein, qui m'a interpellé. Tu as un article du 16 août qui s'intitulait C'est à couper le souffle, l'un des secrets de Stonehenge découvert grâce à une nouvelle étude. Bon, c'est comment dire, un titre un peu accrocheur, parce que de toute manière, les secrets de Stonehenge, on les a toujours pas découverts. Mais il y a quelque chose quand même qui est intéressant. Euh, Ça va être la constitution, quoi, l'origine des pierres qui ont constitué Stonehenge. Alors, je vais te montrer un plan de Stonehenge que voici et Ok. t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, déjà, est-ce que tu sais que Stonehenge, il y a eu euh, plusieurs périodes de construction? Il y a eu au moins 4 périodes. Non, je C'est-à-dire savais que, pas. Du coup, tu vas me raconter. voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est la première période de construction de Stonehenge. C'était en moins 2800 avant notre ère. Hmm. Donc on était sur une période qui s'appelle le néolithique. Donc néolithique, hein, tu vois, nos ancêtres du néolithique, ils parlaient sûrement pas l'espagnol, ceux-là, ils étaient en peau de bête. Et Stonehenge a été érigé sur quasi, presque 3 millénaires, hein. Donc de moins 2800 pour les premiers cercles jusqu'à moins 1100 pour les dernières élévations de pierre à l'âge de bronze, où là on était sur une civilisation bien sûr beaucoup plus avancée. On n'était plus sur du chasseur-cueilleur. Et donc le tout premier cercle, il a été construit entre moins 2800 et moins 2100. Donc, tu vois, ça fait 700 ans de construction pour faire une enceinte circulaire marquée par une levée de terre et un petit fossé. Donc, on ne parle même pas de pierre à ce moment-là. Par contre, ce cercle circulaire, il fait 110 mètres de diamètre. Et c'est Et, le cercle extérieur ou le et c'est cercle intérieur? même, c'est même pas ce cercle-là, c'est un cercle qui est encore plus grand que ce cercle-là. Plus grand que ce qu'on voit là. Ouais, plus grand que ce qu'on voit là, tout à fait. C'est après, dans la deuxième construction de Stonehenge, donc dans le chalcolithique, entre moins 2100 et moins 2000, où là, ils ont créé le double cercle de pierre bleue. Donc on va voir que finalement Stonehenge, il est constitué de pierre bleue, le bluestone. Il est constitué de sarcène, de dolérite, et c'est sur la sarcène, quoi, le sarcène et la pierre bleue, on va plus s'intéresser pour savoir d'où viennent ces pierres-là. Donc, pour revenir un petit peu à cette historique, hein, là, ils ont construit des cavités où ils ont monté plus de 80 menhirs de pierre bleue. Donc, Ah ouais. deux cercles concentriques constitués de 38 menhirs chacun, ce qui nous fait 76 menhirs, et avec à l'entrée 6 menhirs en plus pour pouvoir faire cette œuvre un petit peu magistrale.
Et là, on est à troisième partie de la vie de Stonehenge, hein, entre moins 2000 et moins 1100, où ils ont démantelé le double cercle de pierre. Voilà. La totalité des rocs ont été enlevés et ils ont à la place remis un complexe de 75 monolithes. Alors, les scientifiques s'expliquent toujours pas pourquoi. C'est pourquoi ces premiers cercles, pourquoi est-ce que ça évolue, on ne sait pas trop. Par Hmm. contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est à cette époque où est apparu ce qu'on appelle euh, l'altar stone. Donc, c'est dans le Stone Age 3, toujours sur cette période de moins 2100 à moins 1100. On serait plutôt entre moins 2100 et moins 1500 d'ailleurs sur cette période. Ils ont est apparu ce monolithe-là, quoi, cette pierre qui est couchée ici, qui est enfoncée dans le sol et qu'on appelle l'autel en fait, hein, l'altar stone. C'est un Anglais qui lui a donné ce nom en 1620, tu vois. Donc c'est pas récent cette découverte, hein. Donc il l'a appelé, c'est Inigo John qui a appelé cette pierre-là, qu'il a baptisé de ce nom. C'est un bloc de 6 tonnes de grès vert micacé, donc c'est-à-dire qu'il y a la présence de mica dans la pierre. Et sa particularité, c'est qu'elle scintille au contact de la lumière. Hmm. Donc, elle avait sûrement une utilité bien particulière quand le soleil était au-dessus. Et elle mesure 4,20 m sur 1 m, sur 50 centimètres. Donc, c'est-à-dire qu'elle est quasi 2 fois plus grande que les dolérites bleues. Et par contre, on ne sait pas pourquoi, elle est enterrée aux trois quarts. Alors, certains chercheurs ont dit que c'est parce que peut-être qu'il y avait un menhir qui était au-dessus et puis qui est tombé, tu vois, et puis du coup, le truc s'est affaissé. Moi, j'y crois pas trop et je t'expliquerai pourquoi. Et enfin, on reviendra hein, sur cet Altar Stone, c'est lui qui est important. Et Hmm. enfin, sur la dernière période, hein, entre moins 1500 et moins 1100, ils ont à nouveau démantelé l'organisation des pierres et ils ont réorganisé les pierres bleues en un dernier cercle euh, qui doit être celui-ci, là, tu vois, le petit cercle bleu Hmm. qui est là. Voilà. Plus ici, il y avait un cercle qui était en ovale et puis qui finalement, il y a des pierres qui ont disparu là et ça fait un fer à cheval. Alors, je vais passer sur Google Earth. Comme ça, on va mieux voir ce que je vais essayer de vous expliquer. Allez, on va faire un petit zoom sur Stonehenge, qui n'est pas du tout dans cette région, hein, mais c'était pour pas vous spoiler la zone. J'adore cet effet-là de Google Earth. Toc. Donc, on reconnaît bien hein, par rapport à la petite photo qu'on a vue tout à l'heure. D'ailleurs, on peut même zoomer. On va essayer de faire du street. Ah, voilà. C'est chouette comme ça. Wow. Voilà. Donc là, ici, en rouge, j'ai entouré le fameux altar stone. Ah mince, du coup. Oh, je galère. Excusez-moi. Ouais. Bon, je galère un petit peu, mais voilà. Alors, logiquement, l'autel, donc la pierre de l'autel, serait située en dessous, tu vois, de ces deux monolithes-là. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas. Alors, j'ai fait un dessin très médiocre. Je me demande d'ailleurs si c'est pas une partie de la pierre de l'autel qu'on voit ici, et puis qui s'enfonce logiquement sous les deux monolithes. Bon, allez, tout ça pour dire, on va essayer de dézoomer. Et donc, je ne sais pas si tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait trois types de pierres, en tout cas les plus Ouais. courantes sur Stonehenge. Donc déjà, il y a les pierres de Sarcène. Donc les pierres de Sarcène, elles ont été récupérées pas très loin, on va dire. Hop, elles ont été récupérées ici dans le Marlborough Down. Hop, voilà.
Donc la carrière est juste derrière, c'est ça? Elle est voilà, à 30 kilomètres, à 30 32 kilomètres. kilomètres pour être exact. Et ils ont récupéré, hop, tu vois, si je dézoome un peu, ils ont récupéré des pierres qui faisaient quand Hmm. même entre 25 et 30 tonnes. Enfin, Ouais, 30 donc tonnes, 30 c'est kilomètres. le poids d'un semi-remorque, hein. Ouais. Donc tu vois, il a fallu quand même charger ces cailloux, Hmm. euh, les transporter tant bien que mal à une période, je ne sais pas si tu te rappelles de la période, hein, on était encore pour les pierres. Euh, ah non, la pierre de Sarcelles, on était plus, on était déjà dans l'ère de bronze, dans l'âge de bronze. Mais en tout cas, voilà, il fallait charger ces pierres de 30 tonnes, les faire traverser, tu vois, tout ce petit. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a 35 km, 30-35 km, pour l'amener à Et Stonehenge. c'est vallonné, c'est comment c'est là-bas? Bah écoute, c'est quand même un petit peu vallonné. Hmm. Les voies romaines n'existaient pas, donc c'était que de la boue et de la caillasse. Donc ils tractaient Ah oui. ça sur des rondins de bois, selon les chercheurs, hein. Et ils auraient traversé donc tout ce petit monde pour amener les pierres. Alors, j'ai pas réussi à repérer la carrière ici exactement. C'est assez difficile d'ailleurs de repérer la carrière. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé de carrière de pierre. Alors, en tout cas, voilà, la zone, c'est quand même bien celle-ci. Par contre, ce qui est assez drôle, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand j'ai zoomé, on va y retourner. À cet endroit-là, donc à l'endroit où ils ont fait les excavations de ces gros monolithes, il y a cette figure qui est très connue, le White Horse. Donc c'est à flanc de colline. Je ne sais pas si ça te parle. C'est Non, un cheval blanc, comme ça, hein, qui, celui qu'on voit là, oui, qu'on voit j'imagine. là. Ah ouais, c'est celui-là qu'on voit là, qui est dessiné à flanc de colline avec de la craie, du calcaire, je crois. Et voilà, je fais, tu vois, on est bien au-dessus. Et c'est une zone d'ailleurs où il y a pas mal de crop circles qui apparaissent aussi en début d'été. Donc c'est quand même assez surprenant déjà pourquoi est-ce qu'ils ont fait autant de chemin. Une trentaine de bandes, c'est pas rien. Bon, tu me diras peut-être qu'il n'y avait pas de collines dans le coin où ils ont érigé Stonehenge et donc ils ont fait ce chemin-là parce qu'ils avaient repéré des belles pierres. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont aussi mis cette belle, ce beau dessin de pierre qu'on peut voir que vu du ciel ou alors d'une colline environnante c'est quand même bizarre qu'il soit là. Mais bon, ça, c'est pas le plus bizarre. On va passer à la deuxième partie. Allez, on revient sur Stonehenge. Hop, on fait nos 35 kilomètres. Et puis là, Stonehenge, donc là, les pierres de Sarcelles, hein, c'était les grosses comme ça. Il y avait les pierres bleues, plus petites. Les pierres bleues, allez, elles font entre 2 et 5 tonnes. Tu vois, Ah bon, oui, comment? voilà. À une dizaine de bonhommes, tu dois pouvoir les porter D'accord. à dos de chameau. Bon, ils n'avaient pas de chameau à l'époque, mais ils devaient avoir beaucoup de ressources d'ingéniosité parce que ces pierres bleues, ils ont été les excaver dans le cairn de Coegod à Preseli Hills. Et là, on est sur une distance qui est quand même un peu plus longue. Donc là, effectivement, tu vois, on est vraiment sur du contrefort rocheux, etc. Donc en soi, c'est plus ou moins logique qu'ils soient venus chercher ces pierres. Et si on dézoome, tu vois, on est donc au sud-ouest de l'Angleterre. Ça fait Et il y a quelle quand même distance? un petit bout de chemin. Là, on est à 218 kilomètres. Oh là là. Ouais. Tu vois? Ouais, là, Donc, c'est visible quand tu mets ça, oui, c'est ça. effectivement. Là, Ouais. on y voit un peu mieux, là. Tu vois déjà la Ouais. différence entre Marlborough Down et Preseli Hills. Donc, visiblement, ils seraient venus transporter leurs pierres jusqu'à la baie de Milford Haven. Et ensuite, ils auraient fait un petit bout de bateau comme ça, blop, 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 blop. Ils seraient revenus par là. Ils auraient fait la fin du chemin.
qui doit quand même représenter une bonne centaine de kilomètres, hein, ils auraient fait du chemin comme ça. Alors après, il y a d'autres théories qui diraient qu'ils auraient fait le contour ici par l'île, mais c'était beaucoup plus dangereux. Et puis, je suis pas sûr que ça soit moins long. Bon. Ils avaient quel type de bateau à l'époque? Ah bah, c'est pas des dracars vikings encore à cette époque-là, hein. On est sur des petites Ok. embarcations, l'âge de bronze, tu vois. Ah oui, mais c'est ce que je me demande, oui. Si, tu allais peut-être en moins 1100. Si, peut-être que les Phéniciens s'ils devaient déjà devaient peut-être avoir des bateaux. Mais tu vois, est-ce qu'ils ont été jusqu'ici? C'est ça qui est assez étrange, ouais. Bon. Donc ça, c'est l'hypothèse alors. Donc, alors c'est l'hypothèse, oui et non. Donc ça a quand même été bien démontré, hein, avec les études géologiques. Simplement, là où ils se sont plantés, et c'est là le sujet de l'article, en fait, c'est que notre fameux altar euh, stone, donc la pierre de l'autel, bien finalement, elle viendrait pas du pays de Galles. Elle viendrait pas de cette zone. Ah, Et donc, tout l'objet de cet article, hein, c'est que ben, les chercheurs de l'université de Curtin euh, ont découvert que la composition géochimique de la pierre d'autel ne correspond pas à celle des roches que l'on peut retrouver dans la chaîne des Black Mountains, donc là où je t'ai montré tout à l'heure à la frontière galloise, mais ils ont découvert que ça correspondait exactement à une composition chimique similaire que l'on retrouverait en Écosse et au nord de mhm. l'Écosse, dans le bassin des Orcades. Tu vois où c'est? Pas du tout. Je suis Allez, curieuse. Entre moi. je me demande s'il n'y a pas des épisodes de Game of Thrones qui ont été tournés par là. Ah, tu sais que j'ai lu le bouquin Game of Thrones. Ouais, eh ben, regarde, ça se passerait par ici, des Orcades. Hmm. Donc là, effectivement, là, il y a des belles falaises, des beaux contreforts rocheux. Et donc, c'est ici qu'ils auraient récupéré donc cet altar stone, hein. Donc, je rappelle son poids à cet altar stone, hein, il fait 6 tonnes. Donc là aussi, ça se transporte pas comme ça. Ah, et puis, je vais peut-être dézoomer pour qu'on ait une meilleure vue d'ensemble de la chose, hein. Voilà, tu vois. Ils ont Oui, été cherchés à une époque où il n'y avait oui. pas de communication plus que ça, où il n'y avait pas de possibilité de transporter des choses facilement. Ils ont été chercher un bloc de granit. Là, j'ai calculé, je suis à 864 kilomètres. À Wow. 864 kilomètres. Alors, ça pose vraiment plein, plein de questions, ça. Déjà, euh, en dehors de savoir quelle était l'utilité de Stonehenge, hein, on ne répondra pas à cette question ce soir, mais ça signifie qu'à un moment donné, il y a un Gus, à l'époque, il s'est dit, bah tiens, dans ce que je veux faire de Stonehenge, je vais avoir besoin d'une pierre que je vais mettre au centre de mon cercle, qui sera une pierre un petit peu particulière. Comment je vais faire pour trouver ça? Alors, je sais pas, peut-être qu'il a envoyé des milliers de pèlerins pendant des centaines d'années, tu sais, la quête du Graal, pour dire trouve-moi cette pierre verte qui scintille et qui brille au soleil. Et puis, il y en a un au bout de centaines d'années qui revient, ou c'est peut-être son arrière-petit-fils qui va lui dire ah, j'ai trouvé dans les Orcades. Tu vois, non, mais Ouais, c'est ça. J'aime bien l'idée, oui. quand tu y réfléchis, c'est complètement improbable, quoi. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont été chercher si loin des pierres qui finalement, à une trentaine de kilomètres, je pense que ça aurait posé aucune question. Voilà. Déjà, le fait qu'ils aillent la chercher ici, qui est à plus de 200 kilomètres, une partie des pierres pour avoir des pierres différentes, ça interpelle déjà. C'est sur l'utilité de. Tu vois, on n'est pas juste sur un lieu de culte. C'est parce que s'ils ont besoin d'avoir des compositions chimiques des pierres, c'est parce que derrière, ils ont une idée sur ce que fait la pierre, euh, ce que font les pierres sur les personnes. Tu vois, c'est pas juste un lieu de culte, c'est parce que il y a peut-être des résonances particulières
avec la disposition des pierres et de certaines pierres qui fait que placé en plus à cet endroit, parce que sinon, c'est pareil, si c'était juste deux cercles concentriques qu'on aurait voulu faire, moi je les aurais mis là, hein, les cercles concentriques. Donc s'ils les ont pas mis ici, à l'endroit où ils ont excavé les pierres, et s'ils sont embêtés à les transporter, c'est qu'il y avait effectivement une utilité géologique, une résonance particulière sur ce site qui fait qu'il fallait absolument que ces pierres elles soient là. Et Mais qu'elles oui, soient de différentes, constituées de différents minéraux. Et cerise sur le gâteau, il fallait impérativement que la pierre qui est au milieu, donc la pierre de l'hôtel, peut-être qu'elle ne servait pas du tout d'hôtel, hein, mais on va continuer à l'appeler comme ça, elle soit impérativement constituée d'une pierre que l'on ne pouvait retrouver que dans les Orcades. C'est juste incroyable, à une époque où voilà, on se trimballait en charrette et, euh, et puis on avait des vaisseaux. Ça se trouve, et les il y en a porteurs, 10 vaisseaux qui ont coulé avant d'arriver. ouais, ouais, ça, on a retrouvé des traces de vaisseaux, justement, je parle de navires, contenant des pierres ou pas? Oui, Ouais, ok. oui, on en avait parlé avec Jérôme dans un autre Mimi. Effectivement, il y a eu des vaisseaux avec des pierres qui avaient été retrouvés. Et d'ailleurs, je me demande si c'était pas dans une zone par là avec une pyramide, une Avec pierre une pyramide. pyramidale. Ouais, Ah oui, c'était assez surprenant. Ouais. Donc voilà, tu vois, ça vraiment ça interpelle. Alors effectivement, pour les scientifiques, c'est oh, on a découvert un nouveau secret de Stonehenge. Ouais, mais derrière, j'ai l'impression qu'ils poussent jamais les questions jusqu'au bout. Tu vois, c'est Il y a à quoi servait, est-ce que ça servait? des Alors, crédits financiers hein, pour les recherches, donc forcément qu'il faut une bah certaine oui. idée, tu le sais bien. Qui a été déjà à Stonehenge? Non, jamais, j'aimerais bien y aller. Ouais, Allez, l'année prochaine, on fait un Mimi au pied de Stonehenge. ouais, ok. Allez, tiens, pour conclure, donc j'ai quand même été voir si effectivement ces pierres avaient quelques capacités particulières. Donc la pierre Stonehenge en dolérite est celle, selon des spécialistes en lithothérapie, est celle de l'ancrage de la connexion directe avec la terre-mère et son magma originel. Et c'est aussi celle de la connexion avec l'univers entier. Donc déjà, le fait d'être entouré de dolérite, on s'ancre dans la terre, mais on se connecte à l'univers. Voilà. Rappelle-moi, la dolérite, c'est laquelle? La dolérite, c'était ma bonne dame, la dolérite. C'est une pierre, une des pierres bleues, mais c'est pas celle qu'on appelle la pierre bleue. C'est une pierre qui fait partie des cercles bleus, la dolérite. D'accord, encre. Ensuite, ouais. Ensuite, euh, euh, donc cette pierre permet d'équilibrer, de renforcer le système immunitaire, le calme ou le dynamisme selon les besoins de la personne qui viendrait, je sais pas, s'allonger, méditer à l'intérieur du cercle. Euh, alors, la pierre Stonehenge aussi offre son soutien naturel à la gorge, ce qui peut débloquer la communication verbale en vue de parler avec plus de facilité. Tu n'en as pas besoin, toi, de cette partie-là. J'ai de la dolérite naturelle. Toi, t'es la dolérite naturelle. Donc, elle serait aussi la clé des rêves par excellence. Voilà. Donc, la pierre Stonehenge nous offre le souvenir et la compréhension de nos songes nocturnes. Elle est également parfaite à des fins spirituelles car elle aide au voyage vers l'astral. Voilà. Ben, tu vois, c'est là où on va pouvoir nous retrouver nos vies antérieures en se collant sur les dolérites du voyage à Stonehenge. On C'est saura. ça, hein. Une petite sieste sur la pierre de l'hôtel, entourée de dolérite et de pierres bleues. Et puis voilà, on va visiter nos amis avatars. Voilà pour ce petit voyage, les amis mis en Angleterre, du côté de Stonehenge. Peut-être que d'ailleurs,
Umberto Molinaro nous reparlera de Stone Age. On devrait enregistrer avec Jérôme, avec lui, là, au mois de septembre, pour faire le bilan des, des crop circles. On en reparlera bientôt. Ben voilà, Natacha, on arrive au bout de cette émission. Finalement, hein, ça sera pas quatre sujets, Natacha. Hein, sinon, on va y Oh, passer. je vais C'est- donner l'eau à la bouche. Attends, attends, attends. J'ai un truc sur les chimpanzés qui dessinent, un chat qui a retrouvé ses maîtres après 10 ans, et puis, j'avais quoi? L'expérience du jamais vu. Jamais vu. Ah, jamais vu? Jamais vu, pas pris. Pas pris. Ok, ben voilà, ben, écoutez, moi je pense que on va pouvoir voter pour le retour de Natacha la semaine prochaine, hein, vu elle a plein de sujets. Oui, Comme ça, surtout le vote, tu l'as lancé tout à l'heure en tant que Première ministre. Bon, bah peut-être pas, mais effectivement, pour vous retrouver bientôt alors. voilà. Bon, ben voilà, donc ce qui conclut notre premier Mimi de la nouvelle saison de la rentrée. Moi, je suis super heureux, hein, ça s'est très très bien passé, un très bon échange, et puis on rigole bien. Moi Donc, aussi. ben, moi, j'ai plus qu'une hâte, c'est de retrouver Natacha au prochain Mimi la semaine prochaine. Eh bien, hâte partagée. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, si vous êtes d'accord, hein, parce que si vous voulez pas de moi, bah voilà. Bah... Et le premier qui met un pouce vers le bas, je lui coupe la pause. Allez les amis, bisous, passez un bon week-end, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.